Allez, let's go le docu. Le chat, Alger, la Mecque des révolutionnaires. Pour parler, je sais pas, de révolution et des colonialismes, et parce que ce qui se passe en Palestine renvoie à ce qui s'est passé en Algérie dans des dimensions différentes, certes, et c'est important. On est bon. Allez, on continue, on commence. Ouais, Adèle. Du début des années 60 au milieu des années 70, Attends, Alger apporte un soutien. juste architecturalement, on est d'accord qu'il y a eu un truc, tu sais, il y a un truc parisien quand même dans les bâtiments. Oui, parce que la conquête coloniale, elle s'est faite à peu près dans une période similaire à la rénovation haussmannienne, et que le style haussmannien s'est transposé, je sais pas, dans les quartiers colons à Alger, ou même dans... Ah, il y a une rue Loum ou pas? Ok. Oui, mais t'inquiète, tu vas capter. Ok. Franchement, le docu, tu vas comprendre pourquoi c'était... T'as plein de rappeurs, ils en parlent en interview. Porter le drapeau de l'Algérie, de quand t'es une nationalité issue de la colonisation, c'est une fierté. Et tu vas comprendre maintenant pourquoi. Que ce soit arabe ou noir ou asiatique ou quoi. Genre vraiment, parce que ce soit de l'Indochine au Mali, en passant par la Tunisie, globalement, il y a une forme de fierté vis-à-vis de ce qu'a fait l'Algérie. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a autant d'orgueil vis-à-vis des Algériens, tu vois, c'est vis-à-vis de cette histoire-là, quoi. Oh les gamins. Oui. Juillet 1962. L'allégresse est dans les rues d'Alger. Et t'imagines, t'es libéré du joug colonial. Oui, j'imagine. Déjà, regarde la fierté, regarde la France quand il y a le retour de soldats français qui viennent du front. T'imagines la fierté aussi de voir des gens de ton pays avoir fait la révolution. Enfin, je sais pas, ça doit être incroyable comme moment de communion. Moi, je me dis, quand j'étais gosse, j'avais une boîte de confettis et je voulais absolument pas l'utiliser, à part si c'était vraiment un truc hyper important. Donc là, ouais, tu Et je l'aurais l'ai fait. jamais utilisé, mais je pense, j'aurais été à cette époque-là, j'aurais utilisé. Ah, c'est mars, c'est les accords d'Évian, pardon. Les Algériens fêtent leur indépendance et la fin de 8 années de guerre. En coulisses, une autre lutte commence. Kassemen. Celle des leaders nationalistes pour le contrôle de cette Algérie indépendante. L'homme fort est Ouari Boumedienne, le chef de l'armée de libération nationale, basé à Oujda au Maroc. Mais en gros aussi, il faut savoir qu'en gros, t'avais une partie des révolutionnaires algériens qui s'était basée à Alger. Bouhired, pardon, oui, pardon. Qui s'était basé au Maroc, aussi parce que ils voulaient continuer à avoir une forme de parole publique, ou alors pour avoir plus de liberté en termes d'organisation, et du coup ils étaient à Marrakech, à Casa et à Oujda, et notamment t'avais Ferhat Abbas qui était à la base Ferhat Abbas qui est à la base qui est pas du tout un révolutionnaire tel que le FLN s'est conçu, c'est-à-dire que c'était un gars qui a eu la chance de pouvoir profiter de l'école française, qui parlait très bien français. C'était un gars qui était très très légaliste. Même lui, il n'était pas forcément contre la décolonisation telle qu'on l'entend. Il voulait juste plus de droits pour les Algériens eux-mêmes. Et en fait, au fur et à mesure de la radicalisation de la lutte, Ferhat Abbas a rejoint le mouvement du FLN et est même devenu son porte-parole. Et du coup, pour pouvoir promouvoir la parole du FLN à l'international, il s'est réfugié à Oujda, je crois, si je dis pas de bêtises, ou à Casa, je sais plus, à Oujda ou à Casa. Et il en est devenu, on va dire, le mégaphone, quoi, tel le symbole du NPA. L'aura des Algériens dans le monde en Orient et en Occident est grande. L'un des soutiens de la cause algérienne est John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Pas La mal. classe quand même. Pas mal. Après, Kennedy, cet enfant irlandais, tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Non, mais je rigole. Mais après, ils avaient intérêt aussi à tu sais, on est en pleine guerre froide. Et très vite, en fait, il y a aussi ce truc de ils ont l'air quand même d'avoir quelques logiques vite fait socialistes, même s'ils s'en réclament pas totalement. Oui. Vaut mieux se les avoir dans la poche assez vite. En fait, les Américains, eux, ils ont joué un double jeu. À la fois le fait de se faire allier des luttes de libération, mais surtout dans les anciennes colonies européennes, pour éviter une sorte de transition communiste, et en même temps pour baiser la mainmise des Européens et eux s'imposer comme puissance majeure, quoi. It's a particular source of satisfaction to me to express these words of greeting to our friends in Algeria. Après, Kennedy, qui reste un immense libéral, mais qui, je pense, est un des gars les plus préférés. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, ma mère, elle l'aimait, mais parce qu'il avait la classe, il avait une dimension un peu pas populaire, mais le fait de renvoyer à son identité irlandaise, elle reconnaissait un peu le truc d'être un peu réduit à son identité et ses origines. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais que ce mec, Kennedy, il a plu aussi, malgré le fait que ce soit un immense libéral, quoi. Il était marié à une Française, et je sais que sa sœur, elle a été lobotomisée. C'est pas une dinguerie, ça, le chat? Sa sœur, elle a été... Ouais, je sais plus pourquoi. C'est Samos qui m'a raconté ça, que je crois qu'il y a eu un truc de secret d'État ou un truc de... Et sa sœur, elle a été totalement lobotomisée. Il y a un truc sur France Culture quand on parle. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui a l'histoire en entier. John Fitzgerald Kennedy l'invite à Washington et le reçoit à la Maison Blanche avec discours de bienvenue et hymnes nationaux. Ça doit être bizarre quand même. De l'hymne algérien joué par les Américains.
tu pars de militants, ambiance maquisard dans les montagnes, et trucs comme ça. Et là, d'un coup, quelques années plus tard, Kennedy t'invite, tu mets le costume, bien droit, tu vois. Ça doit être quelque chose. Hein. Bah, dans la vie d'un homme. Tu pourrais te laisser impressionner, on va dire. Tu pourrais être corrompu en mode même je viens de rien et j'en arrive là quand même, tu vois. Oui. Genre même au-delà même de la cause que tu représentes en tant qu'individu, tu vois, et mais du coup te compromettre. Tu crois que quand les dirigeants occidentaux ils invitent, c'est pas pour essayer de tâter le terrain? Mais rien que Marine Tondelier et son équipe, quand ils ont été discutés avec Macron au moment du vote de la censure vis-à-vis de la réforme des retraites, tu sais, qui avait dit moi j'ai été discuté avec Macron, on était très bien accueillis, et puis c'était très sympa, mais quand même on lui a dit, tu vois. Genre j'étais en mode mais tu t'es tellement laissé avoir. Il suffit de rien, tu rentres dans un bureau de l'Élysée et voilà comment tu c'est parce que elle, c'est juste, elle a envie de rentrer au dîner de famille et dire vous m'avez vu à la télé. Oui. Voilà, en fait, j'ai presque un peu de l'empathie, mais dans le sens où elle est pas faite pour être radicale, cette meuf. Ça se voit. Bah oui, mais elle a pas envie du coup. Enfin oui, mais elle sûr. est pas faite, même ça se voit, elle est pas prête à la radicalité. Elle doute trop. Elle dit je suis radical, mais non, c'est juste que à donner à d'autres. Non, c'est juste que c'est pas ce qui l'intéresse dans la carrière politique, pas la radicalité. Ben Bella projette de s'envoler directement des États-Unis vers l'île de Cuba dirigée par le révolutionnaire Fidel Castro. Cela déplaît à Kennedy qui cherche à le dissuader. Après, c'est fascinant. Des missiles nucléaires C'est fascinant la relation. Bienvenue, révolutionnaire algérien, oui, Oui, super. va, vous allez oui. à Cuba. Non, faut pas. Là-bas, pas ce révolutionnaire là. Ils sont pas comme vous là-bas, ils sont pas comme vous. Oui, vous êtes gentils, vous faites des pâtisseries au miel et tout. Voilà. Eux, ils font des missiles, quoi. Oui, la baie des cochons, on se rappelle. Ben Bella projetait de faciliter le dialogue entre Cuba et les États-Unis. Mais l'accueil chaleureux de Castro transforme cette visite en un soutien inconditionnel à Cuba. Bah oui, mais normal, le Incroyable. peuple cubain, il se reconnaît dans la libération de l'Algérie. Et elle-même qui est en train de subir l'embargo américain, qui vient de subir la baie des cochons. Regardez, ça se Genre voit, il est qui trop heureux, tête haute, souris. Et oui, et puis t'as un pays du sud, quoi. Tu sais, c'est le sud global, là, on a le Cuba, tu vois, qui est vraiment cette petite île qui résiste face à l'oncle Tom, tu vois. Enfin, genre, je pense que tu vois, il reconnaît ce qu'il a vécu vis-à-vis de la France. Enfin, magnifique les images, Il y a le grand et charismatique Castro, mais il y a aussi son compagnon, le révolutionnaire internationaliste argentin Che Guevara. Castro, Ben Bella et Che Guevara échafaudent des plans pour aider les révolutions en cours. Putain, on dirait moi qui fume le cigare Mais hier du coup, avec Norman Ajar. Attends, Ben Bella, c'est un bon ou pas? Oui, c'est un bon. Ok. C'est un bon. En fait, il n'y a pas de mauvais. Surtout au début, il y a juste des envies différentes de mener une stratégie. Et en fait, ça va créer ce rapport autoritaire à l'armée. On va dire la domination de l'État algérien par l'armée, c'est un jeu de clan, quoi. Et plus cette concurrence s'exacerbe, plus il y a une mainmise de l'armée sur cet État. Mais c'est parce que, en fait, c'est une génération d'individus qui ont été habitués à ces méthodes de régler les comptes entre... Tu vois, et je pense... Mais c'est un truc un peu de choc en retour, tu vois. C'est que quand t'es habitué à un seuil de violence ou à un seuil de... On règle les problèmes par les armes, bah après, même dans un retour de pacification, l'imaginaire reste construit par cette manière de régler les problèmes. Et je pense que c'est une manière de se prémunir du fait que ça puisse arriver. Oui, de fou. En par fait, contre, ça, oui, c'est vrai. les gens s'imaginent que les gens pensent comme ça. Oui, de fou. Oui, je suis d'accord. Plus d'une dizaine de pays entament une lutte armée contre le système colonial, l'apartheid ou un pouvoir imposé de l'extérieur. Allez, petite révision scolaire, Ilyes. Oh non. Est-ce que tu sais les nommer? Oh non. Non, je sais pas. Je vais pas mentir. J'ai peur de me tromper, donc je le fais pas. Ouais, moi je suis une immense merde. C'est pas la Tanzanie, ça? Non, Tanzanie, c'est là, non? Je sais plus. Non. Ouais, je sais pas. J'ai peur de me tromper. Bah, l'Afrique du Sud, ça au moins. Je savais ça. C'est bon. Bah après, tu sais que tu montes l'Europe, c'est pareil, hein. Ah ouais? Ah ouais, pareil. T'as perdu? Mais attends, je tourne contre l'Europe centrale, tu t'y arrives, toi? L'Europe des Balkans, t'y arrives, toi? Non, ça j'ai. Bah voilà. Moi, ce que je vois, c'est que des Ilyes sous trench. Bah oui. C'est pour ça que quand vous dites Bardella, ça m'énerve. Bref. Mais c'était pas ce trench. Bref. Nelson Mandela abandonne la stratégie de la non-violence et fonde la branche armée de l'ANC. Il entre dans la clandestinité et avec un passeport éthiopien entreprend une tournée des pays africains à la recherche d'aide et de soutien. C'est dans ce camp militaire que Mandela participe à quelques entraînements avec des combattants algériens. Incroyable. Il retiendra surtout les leçons de stratégie révolutionnaire prodiguées par les Algériens. Ah, c'est les... La lutte armée n'a pas...
C'est les gens du FLN qui l'ont formé. Mais pas. Alors, tu vas voir Mandela. Tu sais, Mandela, on va dire, c'est l'icône de ces pays africains qui se révoltent, qui a réussi. Tu vas voir. Tu sais qu'il y a même un parti indépendantiste breton qui a été formé par le FLN. Genre, vraiment, pour te dire à quel point ça a été, quoi. Genre, ils pouvaient loger à Alger, ils avaient une villa pour eux, ils étaient financés, etc. Non, mais pour te dire. Oui, c'est le camp d'entraînement, mais de luxe. Vu que c'est la nation, quoi. À l'automne 1962, Ben Bella dirige un pays désorganisé qui a du mal à se relever de 8 ans de guerre et du départ massif des Européens d'Algérie. Son indépendance acquise, le peuple réclame désormais du travail et des logements. Ces difficultés économiques n'empêchent pas Ben Bella de s'engager pour l'Afrique, dont il fait son domaine réservé. Une revue est dédiée à cette cause. Révolution africaine. La direction est confiée à Jacques Vergès, l'avocat français des militants du FLN algérien durant la guerre d'indépendance. Regarde comment il est en mode Neuil. C'est le Jacques Vergès. Oui, il est en mode Neuil, mais il a comme les contours et tout. Tiens, mon gars. Jacques Vergès connaît plusieurs leaders africains qu'il a rencontrés à Oujda. On est d'accord qu'Oujda, les rebeux du Tchad, là, c'est pas loin de la frontière algérienne, parce que moi, je viens de Jbella, en fait. Je viens de Nedroma, et Nedroma, c'était le village de Bouteflika. Et à côté, t'as Jbella, et Jbella, c'est vraiment à 20, je sais même pas, même 10 km, un peu moins. Et à côté, je sais qu'il y a les montagnes, et du coup, ça mène au Maroc. Oui, c'est ça. Et on allait beaucoup. Ok. Parce que je sais que quand on était petit, on y avait été, etc. Bref. Oujda, c'est la contrebande Maroc et Algérie. Oui, exactement. Et en mode, dites-vous le chat, genre quand j'étais petit, quand on y allait, on voyait plein de voitures passer qui faisaient Oujda, Tlemcen, parce que Tlemcen, c'est la ville à côté. Tlemcen qui était la ville un peu qui a été pendant longtemps le phare le QG de l'émir Abdelkader, qui est une ville qui a très bien protégé son patrimoine moyenâgeux, on va dire. Et genre, en fait, les gens en voiture, ils avaient des grands bidons qui remplissaient d'essence, et du coup, ils faisaient des allers-retours pour ramener de l'essence du Maroc en Algérie, parce que ça coûtait moins cher en Algérie, et du coup, parce que l'Algérie, elle est producteur de pétrole, et elle le ramenait au Maroc. Et du coup, ça ramenait des produits qui avaient que au Maroc, parce que l'Algérie, elle refuse d'importer des produits de certains pays venus d'Europe ou des États-Unis pour les ramener, et ça communiquait, quoi. Et genre, vraiment, c'était... Enfin bref, oui, pardon. En ce début de l'année 1963, les principaux collaborateurs de cette revue sont des journalistes français de gauche ou d'extrême gauche. Oh là 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 là, Mao, président Mao. Alger la Blanche devient Alger la Rouge. Alger la Blanche, c'est en référence au voile blanc que les meufs portent. Et du coup, genre, ça a été le surnom que les colons ont donné à Alger, quoi, en référence aux meufs voilées qui portaient un voile blanc. Après, il y a aussi le blanc de la Casbah. Ah oui, c'est vrai. La Casbah, c'est le quartier populaire où il n'y a pas les colons, qui est tout en haut. Le sort de l'Algérie indépendante semble dépendre... Moi, je suis sûr, le malheur de Norman Asjari, c'est qu'il aurait trop aimé vivre cette époque, non ? Pourquoi ? Je sais pas, Ah oui, son rapport au panafricanisme et tout. Ouais, il aurait trop aimé. Oui, de fou. Moi, je vois bien Norman faire des discours, tu sais, un peu genre autisme et galvanisé. Eh non, mes frères. Il aurait été trop... Et puis surtout, tu vois, ça montre aussi, c'est tout le cliché. Enfin, tu vois que dans des périodes d'émancipation révolutionnaire, les logiques identitaires racialisantes, elles s'effacent. Et genre, cette période, elle est là, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a grave il y a un racisme qui est pas du tout le même. Déjà, le fait qu'on n'ait pas conscience de cette histoire, ça participe. Oui, de fou. C'est un chapitre qui n'a pas d'importance aux yeux des Français. Oui, voilà. Et puis surtout, il y a un racisme qui est prédominant, enfin, qui est vraiment dominant et qui est pas le même que celui que les rebeux peuvent faire valoir contre les Renois et le reste de l'Afrique subsaharienne. Mais en fait, tu vois, genre l'épisode révolutionnaire de la guerre d'Algérie, c'est aussi un pont qui est fait avec toutes les cultures africaines et que l'Afrique, elle se reconnaît aussi dans cette dimension continentale à travers le fait colonial. Et c'est ça qui va lier toutes les cultures et les identités, tu vois. Oui. C'est le rapport à la domination, au fait qu'on a voulu les méconsidérer alors qu'elles ont leurs valeurs, blablabla. Voilà. Le dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, sait que la guerre se gagne aussi sur le terrain diplomatique. Alors Alger est devenu une caisse de résonance de son combat pour la liberté. Cabral, qui a le sens de la formule, qualifie un jour Alger de Mecque des révolutionnaires. À un journaliste qui lui demande d'expliquer cette formule, Cabral répond « Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération à Alger. » L'empereur Haïlé Sélassié, qui dirige un pays d'une extrême pauvreté, reçoit les chefs d'État avec une profusion de luxe. La nouvelle organisation africaine appelle à l'émancipation totale des territoires africains qui ne sont pas encore indépendants
Pour l'Algérien Ben Bella, l'OUA doit s'impliquer davantage. C'est quoi l'OUA? L'Organisation unitaire algérienne. Waouh, comme Mario. Waouh. L'Organisation de l'unité africaine. Et si tu fais un peu à l'envers, ça fait Ah ouh. C'est la meute un peu. Oui. Nous n'avons pas le droit de penser à mieux manger. Quand des gens tombent... Ah, Nasser qui joue sa carte. Hein. Nasser qui est un petit malin. Hein. Qui est à la fois un peu allié des États-Unis, qui a son truc un peu pas. Enfin, bref, qui a son bloc un peu panarabique, un peu bizarre, qui a financé le FLN. Comment il a réussi à être allié des États-Unis et avoir la position qu'il avait vis-à-vis d'Israël? C'est ça qui me fait fasciner. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Moi, juste, j'aime pas la dimension panarabique. Où en fait, il a imposé un peu les logiques panarabiques à l'Algérie. Après, toi, tu préfères panafricanisme? Ah bah oui. Oui, bah oui. Ah bah oui. Oui, c'est logique. Oui. Il me semble que Nation of Islam aux US, les Rastafari, c'est l'un des 2 seuls mouvements qu'on peut considérer comme suprémacistes noirs. Wissam connaît le sujet, je crois. Ok. Oui, après les Rastas, enfin c'est pas tous les Rastas, calmez-vous. C'est comme, enfin je veux dire, je sais que c'est une petite religion, mais comme toute religion, elle a ses intégristes, elle a ses gens modérés. C'est sûr que si vous allez dans le fin fond de la Jamaïque, vous allez trouver des communautés recluses de Rastas intégristes anti-blancs, quoi. Genre, mais j'ai presque envie de dire, ils ont leur raison. ils ont leur raison de l'être. Mais voilà. Ben Bella se voit en Castro africain. Il revêt une tenue militaire pour des actes symboliques, comme la destruction d'un bidonville. Quand ce n'est pas une tenue militaire, c'est un costume au col Mao qu'il endosse. Il prend les costumes de tout le monde, là. Bah oui. Ça me tue. Ben Bella aime les bains de foule. Il multiplie les meetings et décrète l'autogestion par les ouvriers des propriétés abandonnées par les colons. C'est incroyable. Trop la classe. Mais attends, autogestion des propriétés des colons, ça veut dire en tant que logement? Non, aussi en tant qu'exploitation, parce que ça reste aussi des propriétés agricoles, par exemple. Et du coup, c'est des grandes propriétés agricoles. C'est surtout ça, même. Tu sais, c'est souvent donc, des terres. Ouvriers agricoles. Oui, voilà, c'est ça. Transformation. C'est ça. Okay, oui. Alger, la révolutionnaire, se doit d'être exemplaire, donner l'image d'une ville propre, en mobilisant sa population par des slogans, à l'instar de ceux que l'on trouve dans les pays. Je trouve ça trop stylé, les grands gants blancs un peu Oui. Ils sont trop stylés, les gants comme ça. Attends, c'est quoi les slogans? Mobilisant sa population par des... Je sais lire, je sais écrire, je peux être. Oh là. Bah oui, parce que c'est aussi l'ouverture de l'école à toute la population, là où avant c'était que aux colons, tu vois, genre que tu pouvais apprendre, écrire, tout ça, tu vois. Après, ce qui m'aurait fait rire, c'est qu'il y a une faute. Et puis même, tu vois, la dimension civilisatrice, où en fait, tu sais, il y a un truc où c'est plus le colon qui te l'apporte, plus que toi-même qui l'a fait par toi-même, enfin, je sais pas. L'option socialiste est engagée et proclame la propagande gouvernementale. La blancheur et la propreté sont les symboles de l'islam. Après, tu comprends aussi beaucoup de l'hygiénisme de certaines daronnes algériennes. Compatible avec la religion, l'islam. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à certains amis communistes qui sont ici. Je voudrais parler très franchement. Pour nous, il est essentiel qu'on nous laisse notre Allah. Et nous sommes prêts à aller plus vite que n'importe quelle révolution socialiste. On est prêt à aller plus vite que n'importe quelle révolution socialiste, mais parce que protégé par Allah. Magnifique. Et bah oui, parce que y avait quand même toujours ce truc de la religion, l'opium des peuples. L'opium des pleurs. Bah non, mais le PCF, il a été divisé sur la question. Mais par exemple, sur la question ça algérienne. Va pas ou quoi vous croyez à un homme en slip, en fait, là. Les marxistes, là, on se réveille. Hop, là, on peut pas croire à la religion et faire la révolution, ça va pas ou quoi? Désolé, mais être de gauche et dans les vieux docu, c'est plus stylé. Oui. Mais arrête l'étard là, tu te sens pas stylé en étant de gauche aujourd'hui là avec la Palestine? L'étard, je le verrais trop avec un petit costume, c'est une petite valise de billets. Oui, de fou. Marcher comme ça. Ah oui, l'étard ça aurait été un porteur de billets, c'est sûr. Ah oui, parce que tu connais les valises de billets qui étaient amenées justement d'Algérie. Enfin non, oui c'est ça, c'était les valises de billets. Attends, Adèle. En fait, c'était les porteuses de mallettes, c'était des meufs qui faisaient souvent la France et qui allaient jusqu'en Algérie pour financer la révolution algérienne, genre depuis la France, etc. Je crois que c'est ça. Hein. Mais en plus, attends, moi je reviens sur ce truc de débat anti-religion et tout ça. Moi en ce moment j'écoute Guillemin du coup, parce que bon après les gens ils vont me dire ah oui mais Guillemin c'est pas clair. Des fois c'est un forceur et tout. Oui désolé mais il est très intéressant sur quand il parle de avant la Première Guerre mondiale et il montre à quel point le côté ni Dieu ni maître et bouffeur de curé ça a été quand même une stratégie de
diversion pour que les Jaurès, les machins et tout, ils garantissent à la bourgeoisie de ne pas faire passer l'impôt sur le revenu. Rappel, c'était une stratégie de diversion aussi, le côté bouffeur de curé. Et du coup, ça me fait rire de voir des gens de gauche aujourd'hui se revendre. Oh, la gauche, c'est bouffeur de curé et tout ça. Bah, peut-être même qu'à l'époque, c'était aussi une manière de se faire avoir que de rentrer, que de jump in complètement dans ce truc, quoi. Voilà. Mais nombre de ses soutiens sont des communistes, à commencer par Che Guevara, qui effectue son premier séjour à Alger en juillet 1963, à l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance algérienne. Et puis aussi, Fidel, comme Cuba avait conscience qu'il fallait diffuser l'idée de la révolution communiste et de la révolution tout court pour avoir un appui face à l'embargo et à l'impérialisme américain. Et du coup, bah, c'est aussi par intérêt propre à celui de l'intérêt de la Havane et de Cuba que Fidel, bah, il a été faire lui-même la guerre et la révolution dans plein de pays, mais ils vont en parler après la suite. L'autre grand ami de Ben Bella est le leader du monde arabe, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien. Qu'est-ce qu'il est Il est BG un peu. Oui, mais c'est moi où il est grand. Oui, de fou. Grand. Alger l'africaine est devenue durant quelques jours Alger la ville arabe. Moi j'aime pas. En fait, moi j'aime pas parce que je sais à quel point l'identité arabe, elle a gommé quelque chose du patrimoine algérien et la valeur politique que ça a eu vis-à-vis, un peu comme la France vis-à-vis du régionalisme, tu sais le Paris face à ces régions où en fait l'État-nation domine totalement l'idée même que peut y avoir des particularités vis-à-vis des territoires dans lesquels tu te trouves. Bah, le panarabisme, ça induit la même chose et c'est pour ça que tu sais il y a tout ce truc avec la Kabylie par exemple. Ouais, mais c'est parce que en fait c'est, enfin je veux dire la centralité révolutionnaire jacobiniste, c'était aussi pour contrer le repli fédéraliste. Ouais, bien. Mais non, mais ça c'est logique politique. Parce mais derrière ça a légitimé. Ouais, mais très souvent sur les médias, quand les gens ils tapent sur Robespierre ou sur les montagnards, ils disent ah mais vous voyez la centralité, nanana. Oui, mais la centralité, c'est parce qu'à l'époque, il y a plein de régions là, bah, notamment les Vendéens, ils ont dit bon ok votre truc de révolution ça commence à devenir un peu trop radical. Nous on va se bagarrer avec vous pour créer des petits royaumes, voilà, des petites zones qu'on gouvernera nous-mêmes et qui échapperont à la République et ça sera des États fédéraux. Et du coup le jacobinisme s'est battu contre ça, tu vois. Ouais. Et si c'était pas battu contre ça, peut-être qu'aujourd'hui on serait les États-Unis, tu vois. Ouais, mais en même temps, en fait, tu sais, ça a plaqué une logique d'identité abstractive sur ce que c'est qu'être français, qui gomme l'idée de la différence et donc du coup qui gomme ce que c'est que l'autrui et qui sert au discours raciste qu'on connaît aujourd'hui à travers l'impérialisme vis-à-vis de ce que ça doit être la différence. Et puis même ça a aussi valeur vis-à-vis de l'homophobie ou de la LGBTophobie sur ce que c'est l'autre, tu vois. Mais c'est Guy Hockenheim qui parle de ça et qui fait le pont. Et justement, c'est ce que Cassandre reprend quand il parle de frontières du genre vis-à-vis de la frontière terrestre, tu vois. Il dit que l'extrême droite, son intérêt, c'est de réaffirmer des frontières et que ces frontières, elles sont dans l'intime comme à l'échelle d'un pays, tu vois. Et moi, je vois la même, enfin, tu vois, je vois très bien et je pense pas qu'il l'ait fait à cause de Guy Hockenheim. C'est vrai que je vois dans Cassandre l'héritier de Hockenheim, mais bref. Le grand frère Nasser enverra à Ben Bella quelques conseillers politiques et des milliers d'enseignants pour une Algérie qui entame une campagne d'arabisation. Non mais Quoi ? En fait, j'ai peur parce que je connais pas toute la période entre 60 et 80, mais l'hégémonie, enfin pas l'hégémonie, mais la propagation des idées des frères musulmans en Algérie pendant la décennie noire, elle s'est faite via des professeurs et des réseaux associatifs que tissaient les professeurs dans des zones de campagne où justement l'État pouvait pas répondre à la pauvreté que pouvait y avoir. Et c'est comme ça que ça a créé la décennie noire. Et la décennie noire, justement, c'est une réaffirmation de valeurs, on va dire, conservatrices, voire réactionnaires, contre ce que proposait l'État algérien, quoi. Oui, tout à fait, déjà avant la décennie noire. Ok. Et du coup, Adèle, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois, cette importation du frérisme, elle s'est faite, et là tu vois, je parle pas dans des logiques complotistes, c'est vraiment lié à l'histoire de l'Algérie, elle s'est faite notamment à travers les profs que Nasser avait ramenés ou pas? Bah oui, justement, l'arabisation s'est fait au détriment du berbère. Bah oui, c'est pour ça que je parle d'abstraction de l'identité à travers les logiques de ce que c'est l'homme arabe, comme pouvait y avoir ça à travers ce que c'est qu'être français vis-à-vis des régions françaises. Ok, je commence à comprendre. Ok, oui, c'est-à-dire que l'arabisation s'est fait en référence à une idée de l'arabité. C'est plus une idée panarabique, mais du coup pas forcément adaptée. Oui, et que ça a été le terreau d'une transmission d'un truc potentiellement un peu plus conservateur. Oui, aussi. Et tu vois, conservateur. Oui, voilà. Oui, en gros, globalement. Ok.
En fait, il y a eu beaucoup de profs égyptiens qui sont venus combler le manque de profs algériens et beaucoup de frères musulmans, du coup, via ces profs égyptiens. C'est eux, entre autres, qui fonctionnent le FIG et toutes les associations ikhwanistes. Oui, et c'est ceux, du coup, je te parlais, qui répondaient au manquement de ce que l'État pouvait pas faire dans des régions de l'Algérie. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont gagné un terrain politique. Et il y a un très bon film avec l'actrice là qui sort avec Benzema, j'ai oublié son nom. Putain, comment elle s'appelle l'actrice ? Ah, Papicha, le film. Et moi, ce qui m'énerve avec ce film, c'est qu'il est trop beau, mais récupéré aussi comme propagande anti-voile par les Européens, notamment la France. Alors qu'en vrai, il traite d'un vrai sujet, tu vois. Il a l'air précis, mais il faut le comprendre tel quel, en fait. Oui. Et surtout dans le contexte. Parce que moi, je trouve qu'il est bon, mais dans le contexte de ce qu'a été l'Algérie et pas dans les projections qu'on a de l'islamophobie actuelle. Mais comme pour l'Iran. Oui, de fou. C'est de fou malade. C'est les mêmes problématiques. C'est ça, exactement, t'as capté. C'est pas un rejet de l'islam, c'est un courant, quoi. Enfin, la bande-annonce, c'est mieux que le film. Mais non, le film, moi, je le trouve trop beau. Elina Koudry, trop forte. Et même l'actrice avec les cheveux courts qu'on voit aussi dedans, trop forte. Et du coup, le numéro 2. Comme Persepolis. Ah, je suis moins sûr. Et du coup, Mamie Chien, c'est le deuxième film. Moi, Persepolis, il y a quand même le sous-entendu que. Bref, les États-Unis. Moi, je me méfie Bref, oui. Les Iraniens libéraux pro-US, c'est un vrai problème vis-à-vis des mouvements d'émancipation iraniens. Genre, moi, je le vois en France dans la diaspora iranienne. Hein. Genre, ils sont totalement. Je sais pas. Genre, ils sont là dans les logiques atlantistes pro-US. Moi, ça me dégue un peu. Hein. Alors qu'en vrai, ça mériterait d'être dans des logiques progressistes qui sont décorrélées aussi des intérêts occidentaux et atlantistes, quoi. Mais bref. Moi, je dis ça parce que j'ai plein de potes iraniens qui sont dans ces mouvements-là et qui sont un peu des PS mentaux, quoi. La guerre des sables. Ça, c'est la guerre des sables. Du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour ceux qui sont sur le stream depuis 2-3 heures. Mais vis-à-vis de comment la France a créé cette opposition France-Maroc à travers la manière dont ils ont découpé la carte du Maroc. Che Guevara veut s'engager directement et physiquement dans l'un des conflits en cours, celui du Congo-Kinshasa, l'ancienne colonie belge. Ah ouais. Hey, Lumumba! Bella pense qu'un soutien logistique et des armes pour les rebelles congolais suffirait. Ils veulent l'un et l'autre mettre fin au règne de Moïse Tshombe, l'homme des Américains en Afrique et un des responsables de la mort de Patrice Lumumba. Lumumba qui a été assassiné, trahi et traîné en place publique pour montrer à quel point il fallait pas du tout se révolter, quoi. Vraiment, l'assassinat de Lumumba, c'est une dinguerie. On n'a pas dissous son corps, carrément ? Sûrement, ouais. Je sais qu'il s'est fait, tu sais, genre même mort, il s'est fait genre tabasser dans un camion, etc. Il y a les images, elles sont horribles à voir. Hein. Elles existent ? Ouais. Il a été dissout dans l'acide. Ouais, c'est ça. Faut trop que vous regardiez le docu sur la mort de Lumumba et le dia sur Arte. Vas-y, je note. Vas-y, ouais, go noter. On se fait ça un autre soir, en vrai. Vas-y. Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, qui voulait garder un contrôle sur le pays. Ils ont trop le seum. Ça, c'est le fils de comment il s'appelle ? Pas Léonidas, pas Leonardo. Les caleçons, Léopoldo. Voilà, c'est ça. Léopold II. Léopold II. Oui, mais les caleçons, Léopoldo. la marque de caleçons Guess du marché, c'est Léopold II, c'est pour ça. Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Il est brutal. C'est pour ça quand le roi Enoch il dit que Mobutu c'est un bon gars, c'est choquant de fou. Tshombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Au secours. Ça me fait... C'est trop badant. Oui. Alger se souvient de Patrice Lumumba. À Alger, t'as plein de rues, c'est le nom, c'est des révolutionnaires, tu vois. Des coloniaux, tu vois. Enfin, alors que nous, on a des colons et tout. Oui. Che Guevara rejoint le maquis congolais en avril avec quelques guerrieros cubains chargés de l'instruction militaire des Congolais. L'exemple de se salir les mains. Le mec qui va littéralement sur le terrain. C'est fou à quel point il y a eu une internationale révolutionnaire. Ouais, et le chef, fallait aller sur place, quoi. Il fallait s'investir. C'est ça l'internationalisme. Pas que faire des appels, fallait aller sur place, lutter avec tes frères, tu vois. Genre... La majorité des Algériens pensent que c'est un simple drame joué au sommet du pouvoir. Seuls 2 à 3 000. Oui, tuerie fratricide, voilà, c'est ça, tuerie fratricide, exactement, c'est ça le terme. C'est l'horreur de la tuerie fratricide qui aura lieu au sein du FLN et de la LN qui va créer un peu cette horreur, on va dire dictatoriale, même si j'aime pas le terme, qu'il y a vis-à-vis de l'État algérien encore aujourd'hui, où il y a eu très peu d'élections entre la libération du joug colonial français et ce qu'on connaît aujourd'hui avec Tebboune, quoi. C'est l'horreur un peu, et même Tebboune, s'il a été élu, c'est via des compromis vis-à-vis du Hirak, et le Hirak, justement, il se mobilisait notamment, parce que la crise, mais parce que l'État algérien était incapable de répondre à cette crise-là, et notamment parce que, trop compromis, quoi, dans son rapport de pouvoir en général, quoi. Et oui, et moi, je me méfie aussi des critiques
critique. En fait, pourquoi j'essaye de peser mes critiques vis-à-vis de ce qui est devenu l'État algérien post-révolution? C'est parce que, par exemple, moi, j'avais eu un cours de philosophie politique avec un prof qui était passionnant, très très fort. C'était même pas ce qu'il disait c'est ce qu'il disait vis-à-vis du cours de philo. Le problème, c'est mais comment il utilisait des exemples. Et par exemple, je sais plus c'était quoi le sujet, mais à un moment, il a dit ah oui, mais du coup, c'est pour ça qu'on pourrait. Il parlait de la démocratie en général, de ce que c'est que la démocratie, lol. Il disait mais c'est pour ça qu'on peut s'étonner de ce qu'est devenu le gouvernement algérien après sa révolution et ses prétentions démocratiques. Et moi, j'étais en mode mais vous avez conscience de ce que vous avez laissé la France vis-à-vis de l'Algérie, et que en fait c'est aussi parce que vous avez les accords d'Évian, c'est aussi à cause de la manière dont le territoire a été divisé, c'est aussi vis-à-vis de parce que les prétentions civilisatrices, ces prétentions civilisatrices là, elles ont pas permis un développement industriel de l'Algérie, et c'est ça que va faire Boumedienne avec son arrivée au pouvoir, c'est que Boumedienne il va développer l'industrie algérienne, et c'est pas ce qu'avait fait Ben Bella. Ben Bella il s'appuyait sur une économie très agricole, et cette économie agricole, c'est l'économie sur laquelle s'appuyaient déjà un peu les colons, tu vois. Genre, faut savoir que la colonisation algérienne, elle a commencé parce que Napoléon, il avait emprunté énormément d'argent et du coup de ressources en termes de blé à l'Algérie qu'elle a jamais remboursé. Et une fois, t'as des diplomates français qui se rendent à Alger, qui sont reçus par le Dey d'Alger. Le Dey d'Alger demande aux diplomates français de rembourser les dettes, et le diplomate français dit non. Et du coup, le Dey d'Alger fait mine d'un truc avec son éventail. Et du coup, le diplomate rentre en France et dit « Oh, c'est une offense à notre grand pays, à nos valeurs courtoises qu'est la France. Le Dey d'Alger aurait mis un coup d'éventail à ma personne et à ma gueule. » Et du coup, il a dit « Faut coloniser. » C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. Et en même temps, c'est pas que ça. C'est aussi parce que Charles X, il connaissait une déstabilisation du pouvoir fort en 1830. Et ça, CF, allez voir le live sur ma chaîne YouTube qu'on a fait sur les romantiques, on en parle. Et que du coup, pour réaffirmer son pouvoir en France, rien que une bonne conquête extérieure pour réaffirmer le territoire national. Petit prétexte, les amis. Rien n'est changé en Algérie. Quant aux lignes fondamentales, quant aux principes, nous revenons seulement à la source. La source révolutionnaire est sur la base des principes. C'est quand même fou que, genre en mode, à chaque fois le prétexte, c'est en mode oh là là, ils n'étaient pas assez purs dans leur révolution, tu vois. Genre là, le prétexte du coup d'État, c'est en mode ah, Ben Bella était un agent corrompu. Ah là 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 là, il refaut des vrais révolutionnaires qui n'ont pas trahi l'idée de la révolution même. Là, il t'enfonce, mais c'est bien sous Boumedienne que ça va nationaliser les hydrocarbures et faire des politiques socialistes ambitieuses. Pas les mêmes époques. Ok, Adel Dao. C'est pour ça, c'est par rapport à ma critique de Boumedienne face à Ben Bella, c'est ça? Oui, non, mais après, je dis pas que Boumedienne, il avait pas raison, hein. Et c'est pour ça que je parlais d'industrialisation tout à l'heure, hein. Et après, c'est parce que je connais pas les détails des accords d'Évian aussi, Adel Dao. En fait, j'ai l'impression que Boumedienne, il inscrit l'État algérien dans ce qu'on conçoit d'une nation, là où Ben Bella, il était plus dans des prétentions encore trop internationalistes qui empêchaient l'Algérie de se développer économiquement, on va dire. L'hospitalité algérienne est sans limite, mais cette hospitalité n'est pas sans nuance ni hiérarchie. Il y a ceux dont la représentation a rang d'ambassade et sont logés dans les villas de quartier chic ou dans de beaux appartements du centre-ville. Et ceux qui sont relégués en périphérie et à qui on conseille la discrétion, comme le Front de libération du Québec ou le Front de libération de la Bretagne française. Le Québec libre. Je dis ça parce que De Gaulle, il était très fort pour faire des discours publics. Il en a fait d'ailleurs un à la Casbah, près de la Poste, là pas loin de l'université où se trouvaient d'ailleurs tous les putschistes de l'OAS qui ont fait le coup d'état des généraux, et en même temps là où se trouvaient énormément d'Algériens colons. Et lui, il avait fait le cul. Et il avait fait la même chose au Québec. Et au Québec, quand il avait fait son discours, il avait dit vive le Québec libre. Mais en fait, en disant ça, il donnait des gages à tout le monde. Et en donnant des gages à tout le monde, il se mettait pas dans la merde, quoi. L'ancien assassin de Lumumba, Moïse Tchombe, est arrivé en Algérie suite à un détournement d'avion. En cette année 1967, Moïse Tchombe était en exil en Espagne. C'est lors d'un voyage que son avion est détourné vers Alger par une de ses relations d'affaires. 2 ans auparavant,
Moïse Tchombe avait été destitué de son poste de Premier ministre et condamné à mort par contumace par celui qui est devenu le maître absolu du Congo-Kinshasa. Ah, ils l'ont protégé? Joseph Attends. Désiré Mobutu. Ils l'ont protégé de la condamnation à mort? Nous avons parlé de crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, ah oui, si, c'est bien pour le... servi là-bas, l'assassinat de Lumumba, bah oui, si, c'est bien pour le capturer, oui. Congolais, font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Celui qui était habitué au grand luxe termine sa vie dans une villa de style mauresque au mobilier modeste. Ah, quand même, il lui donne... Ouais, il lui donne une fin de vie paisible, hein, comme Pétain. Hein. Moi, ça m'énerve de voir ça. Hein. Il meurt le 29 juin 1969. Ouais, ça va. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser, en fait. Parce que peut-être que s'il l'avait pas capturé, il serait encore libre. Hein, et en même temps, j'ai l'impression que ses conditions d'incarcération, elles sont beaucoup trop, convenables. Mais en même temps, bon, tu vois, genre, pendu et tabassé comme Mussolini. Ouais, mais voilà, le chat, est-ce qu'il faut réfléchir comme un mussoliniste, justement? Tu vois, c'est là où j'ai du mal encore à réfléchir sainement vis-à-vis de mes logiques anti-punitives, tu vois. Magnifique. Moi, j'ai trop envie d'aller en Algérie en ce moment, le chat. Genre vraiment, ça me manque, je vous jure, ça fait des années, j'y suis pas allé depuis que j'ai 26 ans, ça va faire 10 ans que j'y suis pas allé, le chat. Ça va faire 10 ans que j'ai pas été au bled. Et la vie, ça me manque là, ça me manque beaucoup trop. La première représentation de la Palestine en Algérie est celle du Fatah de Yasser Arafat, à laquelle est conféré un rang d'ambassade. Quelques années plus tard, c'est l'OLP regroupant toutes les organisations palestiniennes qui occupent cette... Vers le milieu des années 60, on trouve à Alger plusieurs milliers de Palestiniens. La plupart d'entre eux sont des réfugiés, étudiants ou travaillant pour l'Algérie. Oh là là. Quelques centaines de fidèles. C'est pour ça que je vous dis, il y a une amitié... Moi, ça me donne des frissons, là, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu cette nuit, tout ce qu'on est en train de vivre, etc. Palestiniens sont entraînés en Algérie. Merci, Janaya. أتوجه إلى إخواننا في الجزائر ليقفوا هذه الوقفة، وأنا أذكر قول لبعض إخواني المجاهدين أيام الثورة الجزائرية كانوا يقولون أننا لا نستطيع أن نقول أن الجزائر قد حررت ما دام فلسطين تحت نير الاستعمار. Nos destins sont liés. En moins d'une semaine, l'État hébreu annexe d'importants territoires dont Jérusalem-Est et triple ainsi sa superficie. L'armée égyptienne, la plus importante de la région, est dévastée. Le cessez-le-feu réclamé par l'ONU est accepté par les armées arabes défaites. Une humiliation envahit le monde arabe. À Alger, cette défaite est... Bah ouais, là je connais pas le détail, mais je suis sûr que bon, t'as 2-3 chefs d'État du monde arabe qui avaient un peu intérêt à cesser ce feu, quoi. Genre, bref, ça m'énerve trop. Alger! Le Front National de Libération du Sud-Vietnam a une ambassade dans le beau quartier d'El Biar. Les Algériens ont une dette envers les Vietnamiens. Bah oui. Putain, j'aimerais trop retrouver le passage du film Hors la loi où justement c'est Roch Dizem qui lui justement part pour... je crois que c'est ça, il part pour la France en tant qu'Algérien colonisé, défendre l'intérêt de la France contre les révoltes dans ce qu'on appelait l'Indochine, quoi. Et que du coup, bah, t'entends des discours des révolutionnaires vietnamiens, etc. qui disent on est des frères. Et à tous mes frères colonisés qui marchent avec l'armée française, baissez les armes, résistez, ne continuez pas cette guerre, ce n'est pas la vôtre, etc. Elle est magnifique, la scène. Elle est trop stylée. Après, Roch Dizem, trop la classe aussi. Donner des ailes au FLN Oui, algérien. ils vont notamment entrer dans la résistance avec le Viet Minh après un appel du président de la République du Rif de 1921, Abdelkrim El Khattabi, grand révolutionnaire maghrébin. Ok. Incroyable, Adel. Incroyable. Depuis une dizaine d'années, les États-Unis sont engagés militairement pour imposer un gouvernement au Sud-Vietnam. Les atrocités de cette guerre suscitent une très grande émotion à travers le monde entier. La mobilisation dans les villes américaines rassemble des foules immenses. Chaque jour, les jeunes qui refusent d'aller faire la guerre sont plus nombreux. Les Noirs américains sont les plus hostiles à cette guerre. Trop la classe! Qui ne leur a rien fait.
Il y avait pas Mohamed Ali, il avait parlé aussi sur la guerre du Vietnam. Il avait dit quoi, Mohamed Ali, sur la guerre du Vietnam? Bon, bref, globalement, oui, en fait, je disais pas ça au hasard. Oui, il avait vraiment dit qu'il avait refusé d'y aller, etc. Et en plus, quand il a refusé d'y aller, du coup, on lui a retiré sa licence de boxe. Du coup, en fait, sa décision de pas participer à la guerre du Vietnam en tant qu'Américain, ça lui a coûté son statut de boxeur, quoi, qui lui permettait d'avoir des titres, etc. C'est une dinguerie, tu vois, de refuser d'être un boxeur pour défendre une cause décoloniale. Noir Et un boxeur star, tu vois. appelle les Afro-Américains à déserter l'armée et refuser d'aller se battre au Vietnam. Oh là 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 là, trop la classe. Ma mère, quand j'étais petit, elle était trop fan du Black Panther Party. Ça veut dire, je vous dis, ma mère, hein, des fois, elle est un peu droitarde et tout. Mais vas-y, tu vois, tu sais pas pourquoi il y a des trucs, ça bougera pas. Genre, moi, quand j'étais petit, ma mère passait sa vie à regarder des documentaires sur eux et tout. Ils sont trop la classe, trop la classe. Regardez, ils sont tout armés et tout. Bref, trop avec leur jolie trench, la tenue militaire. Non, trop la classe, trop la classe. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique, en accueillant le premier festival panafricain. Laissez-moi étudier le festival panafricain. Samos, il a plein de livres dessus à la maison. Et je vais étudier le truc et je vais en parler parce que pour moi, là, face un peu aux accusations de racisme que peut y avoir, enfin même aux logiques racistes qu'il y a dans la communauté rebeu face aux Renois, genre il y a un truc à démontrer à travers cette histoire culturelle qu'a été genre le festival panafricain. Mais je connais pas assez, sûr Wissam il connaît bien, il a dû lire des trucs dessus. Le prestige de l'Algérie de Boumedienne est grand en ce début des années 1970. Mais sa solidarité avec tous les damnés de la terre ne peut masquer le sous-développement dont souffre le pays. Il est temps pour l'Algérie de mener le combat qui ouvrira la voie au développement économique. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est cela ce que je passe vous ai par... expliqué tout à l'heure sur Boumedienne, quoi. Ils étaient là en mode bon, il faut un peu industrialiser le pays, sinon on va être dans la merde, les frères. On va trop être dépendant de l'extérieur, et être dépendant de l'extérieur, c'est être dans des compromissions politiques. Le contrôle. Et c'est ce qui fait sa fierté aujourd'hui algérienne. Hein. Il y a une orgueil algérienne aussi dans sa manière de gérer son nationalisme économique. Hein. وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. Les pépettes qui sont faits, les pépettes, ils vont faire énormément de pépettes. L'Assemblée générale de l'ONU désigne à l'unanimité Abdelaziz Bouteflika pour présider sa 29e session. Bouteflika rallie habilement une grande majorité de pays à la cause palestinienne et accueille Yasser Arafat à l'ONU. Le dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. Oh là là là. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Non mais oui, le Hamas caca. Le Hamas caca, bah oui. Mais quand vous avez laissé tomber le rameau d'olivier et vous avez préféré les fusils, alors que Yasser Arafat, il vous proposait le rameau d'olivier. Il disait qu'il y avait une solution qui pouvait se trouver à travers la paix et des relations diplomatiques et des discussions. Et vous avez préféré le sang des armes. C'est vous qui l'avez préféré. L'autre coup d'éclat de l'Algérien Bouteflika est l'exclusion de l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid perd son siège à l'ONU, malgré le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est une victoire personnelle pour Bouteflika. Aucun représentant de l'Afrique du Sud ne siégera plus à l'ONU jusqu'à la fin de l'apartheid et la libération du héros sud-africain Nelson Mandela. Magnifique. 3 mois après sa libération en 1990, il se rend à Alger pour remercier les Algériens de leur aide. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. En 1962. The government and people of Algeria have given us tremendous, massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Ouari Boumedienne, qui avait pris le pouvoir par un putsch militaire, est au sommet de sa popularité en ce milieu des années 1970.
Il incarne le prestige de cette Algérie rebelle qui tient tête aux grandes puissances et apporte son soutien à ceux qui luttent pour leur liberté et leur indépendance. Un pays tiraillé entre un idéal révolutionnaire hérité de sa guerre de libération et les exigences d'un peuple avide de progrès économique et de liberté démocratique. L'Algérie change, mais elle continuera à être pendant encore quelques années une destination privilégiée des pirates de l'air et preneurs d'otages. Ainsi, le terroriste Carlos choisira Alger en décembre 1975 Oui, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Pour libérer les ministres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, pris en otage à Vienne en Autriche. C'est le cas également des militants de l'armée rouge japonaise qui détourneront un avion en octobre 1977 pour faire libérer 6 de leurs camarades. Dans les deux cas, le gouvernement algérien justifiera l'asile donné aux terroristes par des raisons humanitaires. La vie des otages contre la liberté garantie aux terroristes. Un accord que le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, respectera scrupuleusement. Pour les Algériens, leur fierté est d'avoir accueilli ceux qui ont lutté contre le système colonial, le racisme et les gouvernements réactionnaires en Afrique. C'est nous. Alger restera dans les mémoires. Elle aura été durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. Voilà. C'est magnifique. Vive l'Algérie. Écrivez Vive l'Algérie dans le chat là où je vais commencer à vous ban. Commencez à écrire Vive l'Algérie parce que là je sens il y a trop de... Hein, voilà le chat.